Nos rêves pour moi, c'est c'est se mettre en place des objectifs qu'on pourrait peut-être atteindre un jour, mais qui peuvent être parfois impossibles à atteindre. Et puis pour aller vers cet objectif, ben, on passe par plusieurs chemins, plusieurs rencontres, euh, plusieurs émotions, on passe par plein de choses qui vont nous motiver, mettre en place plein d'adrénaline et puis aller vers cet objectif, vers ce rêve. Ça nous permet d'avancer, une sorte de défi qu'on n'atteindra peut-être jamais, mais qui se mettra en place ou pas. Le rêve. Alors, je pense qu'on se souvient tous de nos rêves d'enfance. Il y a certains qu'on a abandonnés parce qu'ils étaient trop idéalistes, trop fous. Il y en a peut-être qui se sont concrétisés. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont évolué avec le temps, tout simplement en grandissant. En tout cas, moi, d'aussi loin que je me souvienne, le voyage, il a toujours eu une place importante dans la liste de mes rêves. Et puis, je pense que quand on vit avec quelqu'un qui partage la majorité de ses défis de la vie, ça devient beaucoup plus facile de les concrétiser. La recette peut-être de la réussite, moi je pense que c'est un bon mélange entre des rencontres enrichissantes, des expériences marquantes, une bonne dose de motivation, une bonne dose d'audace. Et puis voilà, en tout cas pour nous, je pense que c'est comme ça qu'on a réussi à concrétiser notre rêve. Mais après, un rêve comme celui-là, ça se concrétise pas comme ça en une journée. Il a fallu beaucoup de temps, du temps pour lever les barrières qui se mettaient vraiment face à nous comme des murs infranchissables. Le Tour de France en tandem de 2017, je pense qu'il a beaucoup aidé. Après, on va pas se le cacher, hein, ça a été assez difficile de quitter nos repères, de quitter notre appartement, de quitter notre travail, de quitter notre famille, la famille du sang qu'on laisse ici vraiment difficilement en France. Mais après, on se dit aussi que si on prend la route, c'est pour créer et pour tisser de nouveaux liens avec d'autres personnes. Parce qu'on sait que sur la route, en fait, on sera jamais tout seul. On va rouler dans du macadam. On n'a pas de peur pour enlever. Alors on gratte, on gratte, on gratte. Très rapidement, en voyage à vélo, il y a un réel changement de rythme qui s'instaure. Et on l'avait vraiment découvert sur le Tour de France en 2017, où pour finir, le vélo qui était à la base un simple outil pour rebondir d'initiative environnementale en initiative, c'est voulu être quelque chose d'aussi important en fait que la réalisation des interviews. Et au-delà de ça, devoir pédaler toute la journée, chercher un bivouac le soir, chercher de quoi se nourrir, chercher de quoi remplir ses gourdes, c'est quelque chose d'intéressant et qui nous amène aussi parfois à rencontrer des gens extraordinaires simplement en tendant la gourde à quelqu'un, simplement parce que cette personne nous a accueillis chez lui et qui nous offre tellement un repas, un couchage qui est beaucoup plus sympa peut-être qu'une tente, mais surtout de l'échange, du partage avec ces gens, et on apprend d'eux, on s'enrichit de leurs connaissances, et ça c'est quelque chose réellement qui nous tire à poursuivre ce voyage et à continuer à pédaler, à galérer parfois dans certaines côtes, dans certaines montées. Après avoir pédalé plusieurs jours sous un temps exceptionnel, on est enfin arrivé proche de Commercy, qui était une étape importante pour nous au début de ce projet. À peu près une semaine après notre départ, on est arrivé hier, dimanche matin, ici. Donc il y a un petit village en amont de Commercy, et Commercy c'est l'endroit où on va voir l'un des collèges qui va nous suivre pendant tout le tour du monde. Et ici en fait on est chez Isabelle qui est la prof d'histoire géo qui nous a contactés pour pouvoir suivre du coup notre périple pendant 2 ans avec ses 5e. Et elle a pu nous accueillir ici dans un endroit magique avec une vue exceptionnelle sur la vallée derrière.
On est juste à côté de l'église et en fait la maison qui est juste là derrière moi, c'est tout simplement l'ancien presbytère et c'est vraiment une maison exceptionnelle qu'on a pu visiter, qu'on a pu adorer par ses objets chinés, mais aussi par l'hospitalité exceptionnelle des deux propriétaires des lieux, Isabelle donc, mais aussi Jean-Daniel avec qui on a pu partager énormément. Et là, c'est lundi matin, on va simplement enfourcher donc les vélos, monter les petites sacoches et on va aller rapidement vers le collège qui est à 8 km pour aller rencontrer enfin donc les 5e de Madame Clerget. Pas d'énergie. Ouais. C'est le bon. Exactement. Alors la sensibilisation, ça a toujours été pour nous une volonté, une vraie envie de partager notre expérience et d'ouvrir les esprits. On sensibilise les scolaires donc aux thématiques du voyage, du rêve, du respect, de la protection de l'environnement et encore plus sur ce tour du monde, au dépassement de soi, aux défis sportifs. Alors concrètement, on est en échange constant avec eux, on va leur rendre visite sur place dès que c'est possible, et puis ensuite pendant le voyage, on échange des mails, on fait des visios, on échange des cartes postales. Le but c'est vraiment de leur apporter des connaissances, d'éveiller leur conscience et aussi de les émerveiller. Et j'ai pas toujours été engagée parce que la question se posait pas trop non plus, ou pas dans ces termes-là. C'est-à-dire que je m'intéressais à la géographie, évidemment, c'est mon boulot, à l'histoire. Mais ce qui est arrivé, je crois que ça a commencé parce que j'ai lu les bouquins de Pierre Rabhi un après-midi chez Nature et Découverte. À partir de là, j'ai plus arrêté. Et puis voilà, après ça a été la fondation Nicolas Hulot, après on a fait des jeux avec les enfants, des jeux coopératifs, créer des projets, les choses venaient, elles arrivaient à nous, on nous les suggérait et je les saisissais. Et puis ce qui a été fondamental, ce sont des élèves de terminale en fait avec qui on a travaillé les questions théoriques et qui, quand on avait bien terminé de travailler, de faire un débat, etc., voilà, on dit madame, c'est vachement bien, on a les boules. Vous nous avez bien sensibilisé à la question du réchauffement climatique, de tous les problèmes, de ce qu'on n'appelait pas à l'époque la transition énergétique. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et à partir de là, donc, j'ai créé un club dans l'établissement, on a reçu des associations, enfin ça n'a jamais arrêté, quoi. J'ai changé d'établissement, je suis arrivée ici, et depuis l'année dernière, on nous a suggéré des éco-délégués dans chacune des classes. J'ai trouvé l'idée très bonne, et je l'ai vraiment saisie, quoi. Voilà. La difficulté avec les enfants, c'est de faire de l'information, de les pousser à avoir des gestes qui protègent, éventuellement qui sauvent, enfin, je veux dire en tout cas qui puissent agir et pas rester là à écouter des choses effrayantes. Un peu, voilà, pas d'écologie terroriste, là, effrayante, surtout pas. Au contraire, les rassurer en leur disant, j'espère que j'ai raison en disant ça, mais en disant qu'on peut agir, qu'il est temps, qu'il est toujours temps, et que eux peuvent être force de proposition et que ça peut faire tache d'huile. Voilà. C'est mon idée. Et je pense que c'est l'idée de la transmission en règle générale. C'est le sens de mon métier. C'est-à-dire, devenez acteur, quoi. Devenez consommateur, surtout devenez acteur. Restez pas passif et arrêtez de pleurnicher, quoi, en fait. La rencontre des colibris, ces personnes qui œuvrent chaque jour pour l'environnement, était dans chacun de nos projets quelque chose d'important à mettre en place. L'objectif simplement est de pouvoir les mettre en valeur parce qu'ils se bougent, ils agissent au quotidien de manière multithématique, à toutes les échelles. Et c'est vraiment intéressant de les découvrir et de les porter un peu à l'écran dans leur quotidien, dans ce qu'ils font.
Et on a pu notamment sur le trajet jusque Strasbourg découvrir Clément qui a créé le jardin des Rocamboles à côté de Rosières-aux-Salines. Il a pu créer un jardin en permaculture, un jardin sous canopée. Et on a appris tellement à ses côtés lors de la visite de ce lieu exceptionnel. Et on a aussi découvert Yann qui a créé l'atelier vert il y a 10 ans je crois maintenant. Et c'était vraiment un lieu d'échange, de sensibilisation vers le grand public qui était vraiment super intéressant. Alors aujourd'hui on suit les conseils de Mathieu, notre warm shower de Cormicy. On va faire une halte à Rosières-en-Salines, un petit village de la Meurthe-et-Moselle. On va y rencontrer l'Atelier Vert. Donc c'est une asso qui a été créée il y a une dizaine d'années, en partie par Yann. Donc on va aller rencontrer Yann pour qu'il nous explique un peu les objectifs de cette asso. Mais de ce qu'on a compris, en fait ça se base sur un constat. Le constat qui est que peu de gens sortent de chez eux pour découvrir leur environnement proche. Les gens n'ont pas forcément beaucoup de connaissances sur la flore, la faune locale qui les entoure. Et donc l'asso souhaite vraiment y remédier. Donc elle propose des ateliers d'écologie pratique, des ateliers de sortie nature, d'observation, vraiment dans le but de recréer du lien en fait entre l'environnement et l'homme, et vraiment dans le but en fait de rendre les gens acteurs de leur environnement et de sa protection. Donc on va aller voir Yann pour qu'il nous explique ça tout de suite. Alors moi déjà je suis natif du coin et c'est un coin que j'adore, et je me suis rendu compte quand j'étais gamin que finalement j'ai fait très peu de sorties sur le coin, parce que ce qui était proposé par les écoles, c'était des classes vertes dans les Vosges ou dans des endroits un peu super comme ça. Et moi qui aimais déjà bien me promener, je me suis dit tiens, c'est dommage qu'on nous apprend pas plutôt à découvrir le petit bois qui est à côté ou le bosquet. Donc j'ai senti moi qu'il y avait, j'ai cru percevoir qu'il y avait un manque, et je me suis dit tiens, comme moi je commence à bien connaître ces milieux-là, les potentialités, puis finalement ce patrimoine naturel, j'ai vraiment eu envie de partager ça et d'être ce médiateur. Est-ce qu'on pourrait avoir ton point de vue personnel sur l'interaction qui existerait entre l'homme et l'environnement, et comment tu l'aperçois aujourd'hui, comment tu l'aperçois dans quelques années? Alors ça c'est sûr que c'est compliqué, parce que moi j'ai qu'un tout petit prisme, donc j'ai comme référentiel juste les publics que j'anime. Ce qui est sûr, c'est que je pense pendant trop longtemps on a voulu justement montrer le beau, le sublime, et puis faire croire un peu que tout allait bien en montrant les réserves naturelles, etc. Et finalement on se rend compte que les gens ils ont besoin aussi du local, et ça s'est vu aussi un peu avec le confinement et tout ça. Les gens qui ont pris le temps de faire leurs petits kilomètres, leur tour, etc. Ils ont vraiment pris plaisir à ça, et moi je pense que c'est la meilleure manière pour vraiment assimiler et comprendre toutes les interactions qu'il peut y avoir, et que finalement ça peut presque être une chance de retrouver finalement ce qu'il y a vraiment autour de chez soi. Pour les gens qui regardent cette vidéo, par rapport à ce que vous faites vous au quotidien dans l'asso, est-ce que tu pourrais leur donner un conseil à mettre en place chez eux, un truc concret qui pourrait favoriser et enrichir la biodiversité? Alors pour enrichir la biodiversité, il y a plein de choses, hein. On peut laisser tomber la tondeuse sur au moins quelques mètres carrés de jardin, puis finalement après pourquoi pas sur tout le jardin. Voilà. Mais surtout un truc pour moi qui est essentiel, c'est par exemple essayer de vous forcer une fois par semaine à sortir. Faire une balade d'1 heure autour de chez vous, et moi je m'en lasse pas, pourtant on est dans un milieu campagnard mais périurbain, et en fait toutes les semaines et à chaque sortie je découvre encore des choses qui me fascinent. Voilà, je voulais vous emmener dans mon petit coin de jungle où ça chantait et tout. Bon, ce matin ça chante pas, mais en tout cas on se laisse surprendre à chaque fois, et pour moi c'est essentiel, et après on a envie d'agir. Top. Merci beaucoup, bonne continuation à vous tous, et puis bonne balade. Roulez bien aussi. Merci. Pour l'interview. L'épisode 1 se termine ici à Strasbourg chez Mathieu qui nous a accueillis quelques jours
Un grand merci Mathieu pour ce lit, pour ces repas, ces moments d'échange. Tu vas d'ailleurs continuer la route avec nous en descendant. La route qui change un petit peu. La route qui reste incertaine, ouais. Le Covid-19 nous a embêtés en mars pour le départ, et ben il continue à nous embêter. Pour l'instant, c'est la grosse question. Les frontières se ferment, mais on reste positif, on va lâcher prise et ça va le faire. Allez, rendez-vous à l'épisode 2.